Bienvenue à cette deuxième conférence dans le cadre de la programmation En route vers les 20 ans du campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je me présente, Marie-Hélène Giroir, je suis la vice-doyenne associée du campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je suis heureuse de vous accueillir à cette rencontre aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé par voie de traité et je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. J'aimerais aussi souligner le partenariat avec le SUS-MCQ qui nous permet de bénéficier des locaux du pavillon d'enseignement pour remplir notre mission et qui nous permet de vous accueillir dans cet auditorium ce soir. Le campus de l'Université de Montréal en Mauricie a accueilli ses premiers étudiants en 2004. On célébrera donc nos 20 ans l'an prochain. En date d'aujourd'hui, 528 personnes ayant fait leur parcours d'études médicales prédoctorales en ont été diplômées. Environ 60 % de ces derniers ont choisi la médecine de famille et les autres, différentes spécialités pour leur programme de résidence. Nos diplômés ayant terminé leur résidence, ayant débuté leur pratique, se retrouvent dans toutes les régions administratives du Québec et en plus grand nombre en Mauricie. Quelques-uns font profiter leur expertise aux populations de d'autres provinces, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique. Nos conférenciers de notre programmation ont été identifiés par nos anciens diplômés comme ayant des parcours inspirants. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dr. Andréane Leclerc. Dr. Leclerc est une fière diplômée de la cohorte 2012. Elle a fait par la suite une spécialité en ORL et une spécialité en laryngologie. Je vous laisse découvrir son parcours et sa passion au service des patients. Dr. Leclerc, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Quand on m'a demandé de venir présenter, je me suis sentie vraiment choyée, surprise, un peu imposteur, parce que j'avais l'impression que ça faisait pas assez longtemps que je faisais ça. Puis là, j'ai réalisé que 2012, c'était quand même il y a 11 ans. Donc, peut-être que ça fait assez longtemps. Donc, je vais vous parler un peu de comment je me suis ramassée à traiter les professionnels du milieu artistique du Québec et aussi, en fait, tout mon parcours dans essayer de promouvoir la diffusion des connaissances en tout ce qui a trait à la laryngologie puis la santé vocale. Donc, promotion 2012, donc de 2007 à 2012, j'étais à Trois-Rivières. J'ai un parcours un peu traditionnel. Je viens de Québec. J'ai fait mon secondaire, mon cégep, puis je suis rentrée directement en médecine. Trois-Rivières, j'étais contente parce que c'était pas trop loin de chez mes parents. Et parce que un petit milieu, je trouvais que ça me ressemblait plus, puis j'avais moins l'impression que je serais perdue au travers de tous. Mais notre promotion était la 4e. Il y avait un petit stress parce que personne n'avait encore gradué. Fait qu'on se disait, j'espère que ça va marcher puis que ça va continuer. Ça a fonctionné, heureusement. Donc, comme on disait, j'ai fait mon ORL à l'Université de Montréal. Et je travaille maintenant à l'Université de Montréal au sein de la division d'ORL comme seule laryngologiste. Au Québec, en fait, on est 6 laryngologistes actuellement. Et je suis la seule au sein de notre division à l'Université de Montréal. Et je suis aussi fière maman de 2 jeunes filles de 3 ans et 18 mois qui prennent tout mon temps et tout mon espace mental actuellement. Donc, quand on m'a demandé de venir présenter, j'étais un peu... comment on commence ça? Tu sais, demandez-moi de parler de 45 minutes des cicatrices, des cordes vocales. Fine, ça prend... Tu sais, je monte ça en une demi-heure, puis il n'y a aucun problème. Parler de moi, un peu plus compliqué parce que... Tu sais, comment je commence, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est un peu plus difficile. Fait que j'ai fait ce que tout le monde fait en 2023, j'ai demandé à ChatGPT. J'étais allée très simple, j'ai dit j'ai besoin d'aide, comment je commence une présentation. ChatGPT ne m'a pas déçue. Ils m'ont donné des suggestions, par exemple, qui ne s'appliquaient pas vraiment à moi. La première... commencer par une question provocatrice. Je suis pas très controversée comme personne. J'ai pas de questions provocatrices, ça ne fonctionnait pas pour moi. Ensuite, des statistiques surprenantes. Ben là, je présente par rapport à moi. Fait que peut-être à part la quantité de grilled cheese que je me suis faite en première année de médecine, j'ai pas de statistiques surprenantes. Troisième, par exemple, c'était plus un gagnant, une citation inspirante. Puis là, il y en a une qui m'est venue plus facilement et qui est quand même connue. Là, je peux aller dans des choses
très deep, mais Steve Jobs, que j'imagine vous connaissez, qui a dit « The only way to do great work is to love what you do ». Donc, la seule façon de faire un travail excellent, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ça résonnait beaucoup parce que tout au fil de mon externat, préclinique, externat, résidence, ma carrière maintenant, j'ai toujours fait des choix en me disant, est-ce que j'aime ça? Peu importe le résultat à la fin, si j'aime ça, au moins, je vais avoir du plaisir, puis je devrais être pas pire à le faire parce qu'au moins, m'impliquer, ça va pas... en tout cas, ça va pas me gosser. Moi, quand je suis rentrée en médecine, j'étais vraiment sûre que je voulais faire de l'orthopédie. J'ai aucune idée pourquoi. Je savais que je voulais faire de la chirurgie. J'étais très manuelle. J'aimais ça, prendre les outils à mon père. J'aimais ça, tricoter, faire de la couture, bricoler. Fait que, tu sais, j'étais très manuelle. Fait que je savais que ça serait ça. L'orthopédie, je sais, peut-être les émissions de télévision. Je trouvais que ça avait l'air le fun. Il y avait des outils. Ça avait l'air très cool. Fait que très excitée, j'arrive à l'externat, fais mes stages. Premier stage électif orthopédie, Drummondville. 1 mois. Même avant mon stage de chirurgie électif, là, chirurgie obligatoire. Là. Fait que c'était vraiment mon premier stage de chirurgie. Très excitée, puis finalement, j'ai pas aimé ça. J'aimais pas les pathologies, je trouvais pas ça le fun. Les gens étaient fins. J'aimais la chirurgie, c'était un beau milieu. J'ai juste pas accroché du tout. Mais j'aimais beaucoup les petites chirurgies de la main. Tu fais pas 5 ans de résidence en orthopédie parce que tu aimes juste les chirurgies de la main. Ça va vraiment être long. Puis faire un travail excellent parce qu'on aime ce qu'on fait, je pense pas que j'aurais été excellente si la seule chose que j'aime, c'est les petites chirurgies minutieuses de la main. Fait que j'ai fait ce qu'on fait à 22 ans. J'ai appelé mes parents. Je suis super chanceuse. Mon père est médecin aussi. Il est médecin biochimiste, fait que ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Puis oui, c'est des médecins aussi, des fois, les biochimistes. Mais je lui en ai parlé, puis il dit, bien, moi, Andréane, tu sais, on se connaît depuis 22 ans maintenant. Je te vois ORL ou ophtalmologiste. Il dit, je connais ta personnalité, j'ai des amis dans les 2 spécialités, puis je trouve que ça fit. Il dit, moi, si j'étais toi, je ferais des stages là-dedans, puis je verrais ce que ça donne. Fait que je change un peu mes stages, quand même chanceuse d'avoir pu le faire. Je fais un stage d'ophtalmologie à Québec, à Saint-Sacrement, que j'ai adoré. C'était d'ailleurs mon 2e choix quand j'ai appliqué en résidence. Puis j'ai fait mon stage ORL à Shawinigan. Ils n'ont pas nécessairement tout le temps des étudiants, ils n'ont jamais de résidents. Ils étaient 3 quand je suis passée. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai pu passer beaucoup de temps avec eux. Ils m'ont montré beaucoup de choses. Sincèrement, je suis pas sûre que ça avait la différence entre un externe et un résident. Je trouve que j'ai fait beaucoup de choses à y repenser. Quand j'y repense, je suis comme « Ouh! OK! » Mais non, je blague, ils savaient, mais à force de me connaître, je pense qu'ils me faisaient de plus en plus confiance, puis ils ont pu me donner des responsabilités de plus, me faire des techniques, puis ça a aidé aussi ma passion, parce que quand on se rend compte qu'on aime quelque chose, qu'on est bon, qu'on apprend, bien, ça donne encore plus le goût d'en faire. Puis je vais vous dire ce que vous allez tous dire de vos spécialités plus tard. J'aimais ça parce que c'était diversifié, parce que les patients sont le fun, parce que les pathologies sont le fun. C'est normal. C'est quand on a la passion pour quelque chose, c'est ce qu'on va dire. Mais j'ai vraiment accroché. Le seul hic, c'est que là, on était rendu juillet ou mois d'août, là, fin d'externat 1, presque 2. Puis les applications en ORL, c'était là. Puis j'avais pas nécessairement un dossier monté pour faire de l'ORL. Fait qu'il y a un petit stress quand même à ce moment-là, parce que j'ai découvert l'ORL sur le tard. Comme ça va arriver, comme ça arrive souvent, tu sais, on décide pas qu'on découvre quelque chose en temps opportun. On le découvre quand on le découvre, puis je me trouve, en fait, chanceuse de l'avoir découvert, parce que j'aurais pu passer à côté. Fait que là, c'est sûr que je suis biaisée, parce que je fais partie du comité d'admission aussi en ORL à l'Université de Montréal. Fait que maintenant, je sais ce qu'on recherche. Puis quand je reflète sur mon dossier, je peux voir pourquoi j'ai été pris. Honnêtement, il y a toujours un petit peu de chance, parce que quand je regarde les dossiers des 10 premiers qu'on rank, sont tous égaux, sont tous bons. Il n'y a personne qui n'est pas bon, il n'y a personne qu'on ne veut pas prendre, mais on a juste 2 places. Fait que, on rank, mais les 10 premiers, on serait extrêmement contents, puis probablement plus que ça. Là, je dis 10, mais tu sais, il n'y a personne de pas bon, là. Fait qu'il y a toujours un petit élément de chance. Fait que qu'est-ce qu'on recherche? Les notes. Ben moi, quand j'ai gradué, on avait encore des notes, là, fait qu'on regardait les notes.
On regarde les évaluations de tous les stages. Oui, le stage ORL, mais c'est facile d'être fin, puis d'être bon, puis d'être intéressé dans quelque chose qui nous intéresse, mais d'être toujours un externe intéressé puis qui s'implique dans des choses qui nous intéressent moins, bien, ça montre quand même des qualités. La chance que j'avais à Trois-Rivières, c'est que comme on est moins, les gens nous connaissent plus. Moi, quand les externes passent en stage à Montréal, si je les vois une demi-journée, une journée complète, je suis chanceuse. Fait que c'est beaucoup plus dur. Je suis capable de donner des bonnes évaluations, mais de donner des excellentes évaluations, de donner des points précis, des qualités précises, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un côté quand même, l'autre côté de la médaille, c'est que si quelqu'un est moins intéressé, moins bon, on le voit moins, puis on le voit probablement plus dans un petit milieu. Mais si vous voulez vous démarquer, bien, c'est sûr qu'un petit milieu, beaucoup plus facile de le faire. Puis quand je dis petit milieu, c'est surtout moins de gens là, qui passent en stage puis qui sont là. On regarde aussi beaucoup la recherche en ORL, spécifiquement à l'Université de Montréal. J'en avais pas fait, mais pas du tout. Je m'enlignais pas vers ça. Je pense que je savais pas qu'il fallait en faire. Je sais pas, j'avais pas allumé que pour rentrer dans des spécialités contingentées, il fallait faire de la recherche. C'était peut-être moins comme ça, maintenant, ça l'est. Fait que j'en avais juste pas fait. Mon excuse aux entrevues, c'était juste que je le savais pas. J'ai peut-être été trop honnête, mais bon. Mais on regarde aussi d'autres choses. On regarde la personnalité, est-ce qu'on va bien s'entendre avec la personne? C'est sûr que moi, les résidents qui sont avec nous, j'ai le goût d'avoir des gens, quand ils m'appellent à 3 heures du matin, j'ai le goût d'aller opérer avec eux parce qu'il y a une urgence. Si c'est quelqu'un que tu apprécies moins, passer 5 ans avec eux, ça peut être long. Fait que le fait que ça clique avec l'équipe, ça compte quand même pour beaucoup. Puis l'autre, c'est aussi tout le reste que tu as fait en dehors de la médecine, autour de tes études médicales. Puis moi, c'était un petit peu champ gauche, là. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de cheerleading. Puis ceux de ma cohorte le savent, là, parce que je les ai tous comme obligés à en faire avec moi. Mais en fait, j'en ai fait, quand j'étais au cégep puis au secondaire. Puis quand je suis arrivée à Trois-Rivières, il n'y avait pas vraiment d'équipe. Fait que j'en ai fait, à l'Université de Trois-Rivières avec les Patriotes, j'en ai fait... En fait, j'ai coaché l'équipe civile, j'ai coaché les 2 équipes collégiales aussi à Trois-Rivières. Puis c'est moi qui ai parti, en fait, l'équipe des Diablos du cégep de Trois-Rivières, parce qu'il n'y avait pas d'équipe. Puis j'avais juste le goût de coacher, fait que j'étais allée voir le directeur des sports, puis je suis comme, est-ce que vous voudriez une équipe de cheerleading? Puis il était comme, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous prend? Des matelas. Puis ils sont comme, s'il y a juste des matelas à acheter, pas de problème. Fait que j'ai fait ça. Fait que pendant mes 5 ans, j'ai coaché 4 équipes différentes, et plus souvent qu'autrement, 3 en même temps. Fait que c'était beaucoup de mon temps, mais j'aimais ça, j'avais du plaisir. Le côté enseigner, montrer des choses aussi me passionnait. Je trouve que les étudiants au cégep, c'est une belle gang qui sont en apprentissage aussi de la vie. Fait que je crois que j'étais un bon modèle, du moins j'espère. Puis avec un de mes accomplissements avec les Diablos du cégep de Trois-Rivières, c'est que 6 mois à peu près après qu'on ait commencé l'équipe, il y a un de mes athlètes qui vient me voir puis il me dit « Moi, j'ai un ami qui est dans l'équipe de basketball, puis il est capable de créditer un de ses cours d'éducation physique parce qu'il est dans l'équipe. Moi, je peux-tu faire ça? » Je sais pas, je vais aller voir. Je suis retournée voir le directeur des sports. Il me dit « je sais pas, c'est-tu un sport, le cheerleading? » Il dit « je sais pas, là, vous faites combien d'heures? Ça implique quoi? » Fait que il a fallu que, monter un document, rencontrer la direction, rencontrer les gens. Puis à la fin de l'année, ça a été accepté. Fait que l'année suivante, tous les athlètes pouvaient faire créditer un de leurs cours d'éducation physique s'ils le désiraient. Ça venait avec pas de notes, ça venait avec passage ou échec. Fait que ça dépend. Ça peut être détrimentaire, cotère, tout ça, vous savez tous, là. Mais j'étais fière de moi parce que ça a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, puis de rencontrer quand même, des gens, des adultes, là. des gens qui font ça depuis longtemps, puis qui n'étaient pas nécessairement chauds à l'idée au départ. Puis ça, j'en ai parlé en entrevue d'ORL. Puis j'ai parlé de cette implication-là, puis je pense que ça a fait une différence. Parce que même si je n'avais pas fait de recherche, j'avais fait autre chose qui démontrait des qualités nécessaires pour faire de la recherche ou pour être un bon médecin. Donc, je rentre en ORL à l'Université de Montréal. Je suis très contente. Donc, je migre tranquillement vers Montréal, partie de Québec, passée par Trois-Rivières, 5 ans. L'ORL à l'Université de Montréal, c'est vraiment beaucoup de patients. C'est un gros programme. Il y a 30 ORL dans la division, divisé en 3 hôpitaux. Puis on est juste 2 ou 3 résidents par année. Fait que chaque jour, il y a au moins
dans chaque hôpital, 2 salles d'opération, 2 patrons en clinique. Puis en tout, on est comme une douzaine. Là. Fait que c'est beaucoup de travail, mais on apprend aussi beaucoup. C'est beaucoup des longues chirurgies, l'ORL, parce que c'est sûr qu'on a quelques fois par semaine des chirurgies qui finissent à 8, 9, 10 heures le soir, surtout quand on est au CHUM, parce que c'est là que se fait les grosses chirurgies de reconstruction. Et c'est vraiment beaucoup de recherche, qui, je vous le rappelle, j'en avais jamais fait. Et en fait, le programme est même monté que R2, on a un 6 mois protégé pour faire de la recherche, puis le programme a montré que tu es capable de t'inscrire à la maîtrise en sciences biomédicales et la compléter pendant ta résidence. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement suggéré. Non, c'est sincèrement pas obligatoire, c'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est quand même une belle opportunité parce que plus tard, ça m'a été payant. Fait que j'avais jamais fait de recherche, je savais pas si je voulais en faire. Fait que je rencontre mon directeur de programme à ce moment-là. On discute, puis il me dit, bien, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'ORL? En quoi tu voudrais faire de la recherche? Veux-tu faire de la recherche en oncologie, en otologie, en pédiatrie? Puis je le savais pas. Puis à force de parler, il me dit, bien, pourquoi tu ferais pas de la recherche en pédagogie? Je dis, OK. Il dit, rencontre Dr Bernard Charlin. Dr Bernard Charlin, c'est un ORL, mais qui est surtout aussi passe à l'Université de Montréal, qui a fait beaucoup de recherches en pédagogie, principalement sur le raisonnement clinique. Fait que je discute avec lui, puis on monte un projet de recherche pour ma maîtrise sur l'évaluation du raisonnement clinique par l'étude de concordance de tests. Et donc, j'ai fait ma maîtrise, pas en pédagogie, en sciences biomédicales, mais projet en pédagogie. Et j'ai finalement fait tous mes projets de recherche dans ma résidence en pédagogie. Parce que j'aimais ça. Puis quand on revient à ce qu'on a dit au départ, quand on fait quelque chose qu'on aime, on fait un travail qui est excellent, bien, je pense que j'aurais pas aussi bien performé en recherche si ça n'avait pas été un sujet qui, à la base, me passionnait. Encore à ce jour, présentement, je supervise une de nos résidentes qui fait sa maîtrise aussi en pédagogie avec un projet de recherche. Fait que ça a été un petit peu mon créneau pendant que j'étais résidente. Puis c'est devenu de plus en plus populaire parce que comment on enseigne, c'est pas du hasard. Comment on évalue les gens, c'est pas du hasard, ça s'étudie aussi, puis c'est important de le faire. Donc, ça a vraiment été ça qui m'a accrochée en recherche. Fait que, j'ai trouvé quelque chose que j'aimais. Ça explique toujours pas pourquoi je suis laryngologue. Donc, rendu fin R3, début R4, fin R3, j'étais encore R3, docteur Christian Marani, qui à ce moment-là est notre chef de division, et le chef du CHUM, qui est docteur Louis Guertin, me convoquent dans leur bureau. Fait que quand t'es R3, puis que tu fais convoquer dans le bureau du chef de division, puis du chef de département, puis que tu sais pas pourquoi. Petit stress, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Y a-tu un patient qui va pas bien? J'ai-tu tué quelqu'un? Tu sais, c'était vraiment ça, ma réflexion. Ben, c'est super. Tu sais, ils disent pas pourquoi. Fait que je m'assois. Là, ils me disent, on essaie de combler un poste en laryngologie. Il y a des gens qui appliquent dessus, mais on trouve pas le bon fit, puis on aimerait ça que tu appliques. Je suis comme, OK. Qu'est-ce que ça implique? Ils me disent, ben écoutez, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de laryngologiste à l'Université de Montréal à ce moment-là. Fait que moi, pendant ma résidence, j'ai pas fait de laryngologie. En fait, j'en ai fait parce que tout le monde en fait un peu, donc personne n'en fait vraiment. OK? C'est comme toujours le deuxième choix de tout le monde. Fait que c'est un peu ça mon modèle. Ils me disent, ben écoute, Andréane, on pense pas qu'il va y avoir assez de patients pour que tu fasses juste ça. Fait que le plan, ce serait que tu fasses de l'ORL général, mais que ta spécialisation, ça soit la laryngologie. Fait que quand il y a des cours à donner aux résidents, ben tu vas faire la laryngologie. Quand il va y avoir des patients, tu sais, un peu plus spécialisés, tu vas pouvoir les faire. C'est pas très chirurgical, mais c'est pas grave. Tu vas faire de l'ORL général aussi. Fait que c'est pas grave. Puis, quoi d'autre? Ah oui, va falloir que tu fasses 2 ans de fellow. Pas tellement vendeur, honnêtement. Mais je me sens quand même... Je suis contente qu'on ait pensé à moi. Je me dis, bon, bien, au moins, ils veulent travailler avec moi, ce qui est un point positif. Puis c'est pas que personne n'appliquait sur le poste. C'est juste que au sein de la division d'ORL de l'Université de Montréal, comment ça fonctionne, c'est que tout le monde a le droit de veto sur les candidats. Fait que si une personne refuse, ça peut pas être juste refusé comme ça me tente pas que ça soit elle, là, mais il y a quand même, tout le monde a un droit de veto, peu importe, ça fait combien d'années qu'on travaille là, peu importe. Fait que parce que ça va bien en ce moment, puis on veut que ça reste comme ça. Fait que s'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes, ben c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que on m'a demandé d'appliquer, fait que j'ai appliqué, mais pas avant d'y avoir réfléchi.
Fait que là, bon, c'est pas très vendeur, mais on me dit, bon, tu vas faire surtout de l'ORL général. Moi, je m'en allais vers de l'ORL général. C'est ça que je m'en allais faire. Fait que je me dis, bon, ben ça, j'aime ça, c'est correct. T'sais, si j'en fais beaucoup, tant mieux. J'aime ça enseigner. Fait que le fait d'avoir une partie de laryngologie, ça va me permettre d'enseigner. Le fellow de 2 ans, bon, on va y repenser. Puis en fait, ce qui m'a fait me décider, c'est ma rencontre. En fait, j'ai discuté avec Dr Akram Rahal, qui était ORL à Maisonneuve-Rosemont à ce moment-là, qui est vraiment une personne qui a à cœur le bonheur des gens. C'est le genre de personne qui, s'il dit quelque chose, tu le sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est vraiment parce que cette personne-là veut ton bien. Puis il m'a dit, moi, Andréane, que je connais des laryngologistes, puis je trouve que tu fites. Je te vois, laryngologiste. Puis il m'a dit, mais ça, je suis pas certaine si c'était pour me convaincre, mais moi, si c'était à refaire, je ferais laryngologie. Je suis comme, bon, peut-être pas, mais il m'a convaincue en me disant, je pense que tu serais heureuse là-dedans. Puis c'était quelqu'un qui me connaissait quand même depuis 3 ans. On passe beaucoup de temps avec les gens à l'hôpital. Hein. Ils nous voient souvent plus que notre famille. Fait que ça m'a convaincue. J'ai discuté avec mon conjoint. Il me dit, garde, si tu veux le faire, on y va. On fait 2 ans, on sera séparés, mais tu sais, go for it. Fait que je suis super chanceuse d'avoir ce soutien-là aussi. Donc, je me dis, OK, je le fais. Malheureusement, je découvre encore la laryngologie un peu sur le tard. Les entrevues de laryngologie, ça se fait hiver R4. Là, on est début R4. Et j'avais pas fait mes USMLE, et ça donne que les fellows de laryngologie au Canada, il y en a juste un. Fait que mettre tous mes œufs dans le panier de un fellowship, c'est probablement pas une bonne idée. Fait que je décide de commencer à étudier mes USMLE R4. Puis pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme le LMCC, mais c'est 4 examens. Puis R4 en ORL, le cycle de Krebs, le counseling de femmes enceintes, c'est vraiment loin. Puis j'ai mon collège royal aussi dans 1 an. Fait que beaucoup de stress, mais je me suis dit, OK, on y va, je vais le faire. Donc j'étudie. Je regarde pour des endroits pour un fellowship, puis on se rappelle que j'ai pas de mentor parce que personne fait de laryngologie. Fait que j'ai même pas quelqu'un pour me conseiller. Tu devrais aller faire tel fellowship parce que cette personne-là est bonne. Fait que là, une fois que ça s'est su que c'est moi qui aurais le poste, mais là, tout le monde a chip in. Tout le monde dit, ah, mais moi, je connais un laryngologiste à telle place. Moi, je connais tel. Fait que le département m'a beaucoup aidé. Ils ont fait des appels. Puis, en fait, la laryngologie aux États-Unis, c'est un match. Fait que, tu sais, j'ai appliqué dans le match. J'ai eu 3 entrevues. Parce que c'est pas toutes les places qui prennent des Canadiens, premièrement. Fait que là, déjà, ça élimine une partie. J'aimerais ça ne pas avoir à dire ça, mais la réalité, c'est que c'est pas toutes les places qui prennent des femmes. Fait que c'est une place qui part. Ben, tu sais, ils le disent pas, mais comme historiquement, tu vois que c'est que des hommes, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis que t'as peut-être pas de chance. Fait que j'ai eu 3 entrevues. J'étais très contente parce que c'est 3 de plus que ce que j'espérais. Et c'est des entrevues quand même intenses parce que c'est toutes des 2-3 jours d'entrevue parce qu'on se rappelle qu'ils vont passer 2 ans avec moi. Puis là, c'est encore plus une relation privilégiée parce que c'est souvent one-on-one avec une personne pendant 2 ans. Fait que tu veux bien t'entendre avec cette personne-là. Fait que je fais les entrevues. Puis au début, je me disais, mon dossier, est-tu vraiment compétitif? Tu sais, j'ai tellement découvert la laryngologie sur le tard. J'ai pas fait de recherche là-dedans. J'ai pas fait de stage. J'ai pas présenté dans des congrès de laryngologie. Puis finalement, ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir fait ma maîtrise en pédagogie. Parce que, 1, c'était différent. Puis de 2, j'avais pas commit à dire, j'ai fait 8 projets de recherche en otologie, en oreille. Puis là, tout d'un coup, je veux faire de la laryngologie. Fait que d'avoir choisi quelque chose que j'aimais au départ, ça a été payant, finalement. L'autre chance que j'avais, c'est que j'avais déjà un poste. Fait que pour eux, de savoir que la personne retourne en milieu universitaire, va enseigner à des résidents, va continuer à faire de la recherche, va continuer à présenter, c'est super payant parce que les fellowships, il faut voir ça un petit peu comme Jésus et ses apôtres, là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu propages la bonne nouvelle de leur connaissance parce que tu restes le fellow d'un tel toute ta vie, là. Puis chaque congrès, il y a une photo des anciens fellows, puis tu sais, c'est comme ça aux États-Unis. Donc, le fait que tu aies un poste en milieu universitaire, ça dit ça. Et ça dit aussi que des gens qui te connaissent depuis 5 ans veulent encore travailler avec toi. Donc, tu dois être une personne raisonnable et bonne. Tu sais, le minimum, mais au moins, tu sais, ça montre que, OK, on doit pouvoir la toffer 2 ans. Donc, je fais mes entrevues, ça se passe bien. Et j'ai, honnêtement, là, je suis biaisée, c'est sûr, mais je pense que j'ai eu le meilleur fellowship. Mais ça, c'est une photo du livre d'ORL, parce que là, vous ne connaîtrez pas la personne, mais je veux juste vous donner une image. C'est le livre que tu achètes R1. En fait, c'est 2 tomes que, tu te dis, quand tu es accepté, tu achètes ces 2 tomes-là et tu vas le lire au complet pendant ta résidence. C'est le Bayleys.
Et c'est le Baileys, édité par Jonas Johnson et Clark Rosen. Et mon fellowship était avec Clark Rosen. Fait que c'était le gars du livre. OK? Fait que quand même... Puis en laryngologie, Clark Rosen, les gens le connaissent. J'étais allée faire un stage à Paris, puis on me demandait Dr. Rosen, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment quelqu'un de très connu dans le milieu, fait que je me suis sentie vraiment choyée qu'il m'ait choisi. Personne incroyable, agréable. C'est très intense, le fellowship, mais j'ai adoré travailler avec lui. Clark Rosen à Pittsburgh. Fait que je déménage à Pittsburgh, ville de sport. Encore une fois, très chanceuse parce que, tout à fait par hasard, mon co-résident, Dr. Lavigne, on était R1 à R5 ensemble, a aussi obtenu un fellowship à Pittsburgh. Et on retournait les deux travailler à Maisonneuve-Rosemont. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir parce que j'avais un ami, quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un qui parlait français, avec qui je pouvais souper le vendredi soir. Fait que très contente d'être avec lui. On discutait juste avant la présentation, puis j'en parlais pas, mais d'aller en fellowship aux États-Unis en anglais, il y a quand même un défi. Moi, j'ai été chanceuse. Ma première année, c'était une année de recherche. Puis la deuxième année, c'était une année de clinique. Fait que l'année de recherche, c'est un petit peu moins stressant pour l'anglais parce que tu n'es pas nécessairement en contact tant que ça avec les patients. Puis les gens avec qui je travaillais étaient compréhensifs. Les gens savaient que c'était pas ma langue maternelle. Puis en même temps, il faut se rappeler que nous, on parle deux langues. OK? Fait que si on parle en anglais, on a déjà une autre langue, ce qui est plus que beaucoup de gens aux États-Unis. Fait qu'il faut garder ça en tête. Petit revirement de situation. Fait que 3 mois après que j'avais commencé à Pittsburgh, que j'ai déménagé, j'ai fait mon visa. C'est quand même très complexe. Mon directeur de fellowship dit « Viens, Rand, je veux te parler », puis il ferme la porte. Je suis comme « Bon, qu'est-ce que j'ai fait? » Beaucoup de thèmes récurrents. Il me dit « J'ai accepté une job ailleurs. » Je suis comme « OK, ailleurs où? » Puis là, il me dit « Mais inquiète-toi pas, j'ai dealé que tu viennes avec moi. » Je suis comme « OK, mais ailleurs où? » Il me dit « Je m'en vais à San Francisco. » Ah, ben là, c'est correct. Hein? Moi, déménager à San Francisco, ça me dérange pas. En fait, il y avait 3 laryngologistes là-bas, puis il était 2 sur 3 à partir. Fait que le choix n'était pas difficile de dire « je m'en vais ». Mais était un petit peu difficile aussi parce que la 3e personne était très bonne, puis j'aurais voulu rester avec elle, mais en même temps, tu fais pas un fellowship avec Clark Rosen pour pas faire ton fellowship avec Clark Rosen. Donc, je suis partie à San Francisco pour ma 2e année. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que j'ai vu comment lui a parti sa pratique là-bas. Fait que, tu sais, tout l'appel des représentants, dealer avec le bloc opératoire, dealer avec, t'as pas le matériel nécessairement que tu veux. J'ai appris beaucoup sur le comment aussi partir sa pratique. Fait que je trouve que de ce côté-là, j'ai appris ce que j'aurais pas vu à Pittsburgh, parce que ça faisait 20 ans qu'il était là. Fait que tout était rodé, tout le monde savait quoi faire, il y avait jamais rien qui allait de travers. Fait que je trouve que j'ai appris aussi beaucoup sur le plus comment partir une clinique. Fait que beaucoup de plaisir. Puis là, la question, c'est est-ce que j'aime la laryngologie à ce moment-là? En fait, j'aime beaucoup les gens. Fait que ça, c'est... Les Voice Centers aux États-Unis, c'est gros. Fait que souvent, 2, 3 laryngologistes et comme 8 ou 9 orthophonistes, ce qui ici est comme incompréhensible. Le temps d'attente pour voir une orthophoniste, si c'est plus que 3 mois, comme les gens paniquent. Puis comme nous, c'est 3 ans à Montréal. Mais j'ai appris autant des orthophonistes que, bien évidemment, des laryngologistes avec qui j'ai travaillé. Mais vraiment une belle gang qui, à ce jour, quand je revois dans les congrès, reste dans mon cœur parce que j'ai tellement passé de temps avec eux. Et en fait, la photo du milieu en haut, on dirait que j'étais avec mes parents. Comme c'est mes directeurs de fellowship, mais je me sens comme si j'étais comme entre mes 2 parents. Puis c'est un petit peu ça le feeling. J'avais pas d'appartement quand j'étais arrivée à San Francisco. Non, j'avais un appartement, mais pas de meubles pendant une semaine, puis ils m'ont hébergée. Fait que vraiment, j'ai été très chanceuse. Donc, est-ce que j'aimais les pathologies? Les choses, là, je m'excuse, c'est la seule photo un peu que tout le monde peut-être aimera pas, mais d'aimer les choses rares, puis excitantes, puis les chirurgies un peu plus stressantes, tout le monde aime ça, là. Même si c'est pas de ta spécialité, quand quelqu'un te parle de quelque chose de rare, c'est sûr que tu deviens excité puis que t'aimes ça, c'est tout le monde, là. Fait que les sténoses sous-glottiques où t'es pas sûr que les voies respiratoires, que le patient va être intubable, c'est tout le temps un thrill, puis tout le monde aime ça. Des fractures rares que tu fixes puis que le patient va mieux, c'est toujours le fun. Tout le monde aime ça. Ce qu'il faut, c'est aimer le reste aussi.
Et là, il y a un pneumologue à Trois-Rivières qui m'avait dit ça, mais je ne me rappelle pas qui. Fait que s'il l'a dit à quelqu'un d'autre, vous me direz c'était qui. Il m'avait dit, pour savoir si tu aimes vraiment une spécialité, il faut que tu aimes les chroniques. Fait qu'en pneumologie, j'imagine que ça s'applique à aimer les gens qui font de l'asthme puis d'aimer les gens qui sont MPOC, parce que ta vie est longue si tu n'aimes pas ça. En laryngologie, il faut que tu aimes les gens qui toussent. Il faut que tu aimes les gens qui toussent depuis 10 ans, qui ont vu 2 ORL, un gastro-entérologue, un allergologue, un pneumologue, puis que tout le monde leur a dit que c'était dans sa tête. Si t'aimes pas ça, ta vie est longue. Faut que t'aimes les gens qui... J'ai comme quelque chose dans ma gorge. Fait qu'il faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes aussi les dysphonies fonctionnelles. Les gens que tu regardes puis tu vois rien, mais leur voix est pas normale. Fait qu'il faut que tu trouves quelque chose. Puis, est-ce qu'à la base, on aime ça ou parce qu'on devient bon, on aime ça parce que intrinsèquement, tout le monde aime les choses faciles? Bien, pour moi, quelqu'un qui tousse depuis 10 ans, c'est rendu facile. Parce que j'en vois tellement que j'ai juste un script dans ma tête que je passe toutes les causes puis toutes les options de traitement, puis ça roule, puis c'est facile. Fait que est-ce qu'on aime ça parce que c'est facile pour nous ou parce qu'on aime vraiment ça? Toujours difficile à dire. Mais donnez-moi une toux chronique depuis 10 ans, bien avant un vertige. Là. Je suis ORL, mais quand j'ai des gens de vertige dans mon bureau, là, ça va pas. Là. Mais je pense que c'est parce que j'en fais moins aussi. Mais non, moi, les gens qui... ça me dérange plus du tout. Fait que j'aime ça. Mais là, on se rappelle que là, on m'avait dit que je ferais surtout de l'ORL générale, que je ferais pas vraiment de laryngologie. Puis je suis comme, ah, mais finalement, j'aime vraiment ça, la laryngologie. Puis je me sens plus nécessairement apte à faire tant que ça de l'ORL générale. Bien que j'ai fait 5 ans de résidence, ça fait quand même 2 ans que je fais juste de la laryngologie. Oui, en fellowship, j'avais un statut de patron, fait que je faisais des gardes de patron avec les résidents. Fait que, tu sais, je faisais des gardes de tout. Mais aux États-Unis, on ne s'attendait pas à ce que le fellow de laryngo fasse une chirurgie des sinus la nuit. Là. Il y avait un fellow, en fait, dans toutes les spécialités, fait que tu étais tout le temps un peu de garde. Là. Mais là, j'aimais ça, puis là, je voulais faire que ça. Moi, je voulais pas faire 10 % de laryngologie puis faire de l'ORL générale. C'est pas ça qui m'intéressait. Fait que comment on réussit à faire ça? Ben, tu sais, il y a la voie classique, là, c'est de présenter dans les congrès. C'est quand tu arrives dans ton hôpital, ben, tu regardes, y a-tu des ground rounds, y a-tu des journal club chirurgical, y a-tu des réunions scientifiques où je peux présenter pour que les gens me connaissent puis me réfèrent des patients? Fait que ça, c'est, tu sais, la voie classique. Les autres options, c'est se faire connaître des patients puis un peu de chance. Pourquoi parler de la chance? Bien, parce que la chance, ça se crée. Là. La chance, c'est pas juste la chance. C'est que si tu vois des opportunités, bien, tu les saisis, tu t'essayes. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais tu as peut-être une chance que ça fonctionne. Puis c'est là que si tu es saisi, tu peux t'ouvrir d'autres opportunités. Fait que moi, ma chance, c'est ma rencontre avec Béatrice Martin. J'ai le droit d'en parler parce que ben, je l'ai appelée puis j'ai demandé la permission. Puis aussi parce qu'elle en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les médias. Moi, Béatrice, je l'ai rencontrée à San Francisco, fait que pendant que j'étais en fellowship. En fait, le hasard, c'est que ma belle-sœur m'a texté puis elle m'a dit « Cœur de pirate a fait un spectacle ce soir à San Francisco. J'ai vu ça sur son Instagram. Les billets doivent pas être chers, fait que si tu veux y aller, ça pourrait probablement être le fun. » Fait que je parlais avec mon conjoint. On est à San Francisco, on n'a pas d'enfants, c'est un mercredi soir, pourquoi pas? Fait qu'on on achète des billets, on va au spectacle. Très bon spectacle. Mi-spectacle, elle nous parle un peu, puis elle dit « Ah, je m'excuse ce soir, j'ai un peu plus de difficultés, j'ai des problèmes avec ma voix. » Puis en blague, elle dit « Je pense qu'il faudrait que je voie un ORL. » Moi, je pas vraiment mon style, mais mon conjoint, il me dit « C'est ta chance. Tu fais la clinique du fellow le lendemain. » Et nous, on avait une clinique que j'avais mes patients. Il me dit « Dis-y de venir te voir. » Je me dis « Venir me voir. » Je dis « J'ai pas de carte d'affaires, je vais pas aller en arrière essayer qu'elle me voie. » Il dit « Andréane, c'est ta chance. » C'est vraiment ça, parce que moi, je l'aurais pas faite. Fait que ma chance, c'est peut-être mon conjoint, finalement. Mais j'ai fait ce que tout le monde fait. Je l'ai DM sur Instagram. Fait que j'étais allée l'autre. Je me suis dit, bon, je vais écrire sur Instagram, on va voir. Mais tu sais, en privé, là. Fait que je la vous vois. Je pense, je dis, bonjour, Béatrice, j'étais à votre spectacle aujourd'hui. Vous avez mentionné avoir des problèmes avec votre voix. Si c'est vrai, je fais une clinique demain au UCSF Voice and Swallowing Center. Vous pourriez venir me voir, réécrivez-moi et je vous organise un rendez-vous. Et là, le lendemain matin, je me lève puis je vois qu'elle me répond. Puis elle dit, oui, j'aimerais vraiment ça, ça me rendrait service. Oh my God, j'étais vraiment excitée. Excitée que ça ait marché, surtout. Excitée parce que tu fais pas un fellow en laryngologie pour pas voir cette clientèle-là, honnêtement. Mais j'étais la seule excitée
au Voice Center parce que personne ne la connaissait. Mais il était excité pour moi. Fait que je la vois en plus en compagnie d'une orthophoniste super connue qui est excellente, qui est chanteuse. On la voit ensemble, on fait l'entrevue en français, on l'aide. Puis je lui dis, ben moi, je retourne à Montréal dans 1 an. Fait que, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, tu peux me réécrire. Je vais être à tel hôpital. Fait que, tu sais, gêne-toi pas. Ça va me faire plaisir. Et ça s'est donné que quand je suis revenue, ben, elle m'a contactée pour que je continue à la suivre. Malheureusement pour elle, puis ça aussi, elle l'a dit, puis heureusement pour moi, mais tu sais, elle a eu besoin d'une chirurgie, c'est moi qui l'ai opérée. Fait que c'est sûr que c'est une patiente que je suis déjà depuis 5 ans et demi. Puis maintenant, je la vois, ben les chanteurs se font voir souvent juste pour des check-ups, genre, est-ce que tout est correct, tout ça, là. Mais ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes parce que dans le milieu, ça se parle. Ah, ben c'est qui t'a opéré? Surtout qu'elle l'a dit que c'est moi qui l'avais opéré. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand d'autres chanteurs, quand d'autres personnes ont des problèmes, à ce moment-là, elle était sur La Voix avec les productions J. Fait que ça m'a amené quand même beaucoup de contacts de ce côté-là. Fait que ma chance, ça a quand même été de la rencontrer. Est-ce que j'aurais fait tout ça pareil? Qui sait peut-être. Mais étant aussi propriétaire de sa maison de disques avec Bravo Musique, elle a aussi quand même beaucoup à cœur la santé des gens avec qui elle travaille, de la santé vocale. Pour elle, c'est important. Puis, ça a été quelque chose qu'on avait en commun. Puis, avec elle, ce qu'on a fait aussi, c'est se créer des opportunités. Parce que, comme je vous disais, on est 6 laryngologistes au Québec. Fait qu'il n'y a pas de congrès de la voix au Québec. OK? On ne fait pas un congrès à 6. Il y en a dans le congrès d'ORL, mais tu sais, des opportunités, ben tu sais, au congrès d'ORL, la laryngologie, il y en a une fois aux 4 ans. Fait que il n'y a pas tant d'opportunités que ça de présenter. Fait qu'on j'ai décidé d'en créer une. La dernière qu'on a fait, c'est le 16 avril de chaque année. Il y a la Journée internationale de la voix, puis on s'est dit, ben on va donner une conférence gratuite en ligne, puis on va voir qui s'inscrivent. C'est sûr que d'avoir Béatrice Martin comme conférencière, ça nous a aidés, là, on va pas se mentir. Mais on a quand même eu 120 personnes qui se sont connectées à notre conférence en ligne. Fait que pour une conférence en français, un soir de semaine, vraiment pas si pire, on était très contents. Puis on l'a vraiment... ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé pendant 1h30 de la santé vocale. Comment ça fonctionne, les cordes vocales? Quand vous allez voir votre ORL, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quoi faire pour garder votre voix en santé? Et quand vous avez un problème, quoi faire puis quand consulter, puis les remèdes de grand-mère, est-ce que ça fonctionne? Ça a été une activité vraiment plaisante, on a eu beaucoup de plaisir, puis ça m'a amené aussi beaucoup de références, parce que, encore là, c'est de se faire connaître. Avec le temps, ben là, c'est sûr que les producteurs, les metteurs, tu sais, les gens me connaissent dans les salles de spectacle, dans le milieu. J'ai eu aussi beaucoup d'opportunités plus à la télé. Mon high de ma vie jusqu'à présent, c'est quand même d'être allée à Star Academy avec Lara Fabian qui m'avait invitée à présenter sur la santé vocale. J'étais vraiment excitée de parler quand même, tu sais, Star Academy, c'est quand même une émission qui est écoutée, là, mais de parler de santé. Pas juste de « ils chantent bien, ils chantent pas bien », mais vraiment de parler de comment ça fonctionne, les cordes vocales, comment les garder en santé. Je trouvais ça super important, puis j'étais contente qu'ils laissent de la place dans l'émission. Fait cocasse, par contre, j'étais enceinte de 34 semaines. Fait que c'était pas facile parce qu'ils m'ont assis sur un petit banc. Puis ils m'ont fait aussi descendre des escaliers pas de rampe. Fait que pour ceux qui ont déjà eu des enfants, descendre des escaliers pas de rampe quand t'es enceinte de 34 semaines, c'est pas facile. Mais super belle opportunité. Puis j'en ai eu d'autres aussi dans le temps, mais je suis contente que ça soit toujours... C'est toujours dans l'optique de parler de la santé et de la prévention. Pas juste le... en fait, j'ai toujours refusé de parler de, bon, tu sais, Céline Dion qui a eu des problèmes de santé, on m'a invitée, puis moi, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire de la promotion de comment garder notre voix en santé. Et dans la même optique, on le sait tous que nos patients vont tous sur Internet. Hein, avant de venir nous voir, ils vont chercher leurs symptômes, pour le meilleur et pour le pire, mais ils le font tous. Puis c'est quoi leurs options actuellement s'ils ont un problème avec leur gorge ou avec leur voix? Bien, il y a PubMed. Mais honnêtement, si tu n'as aucune connaissance médicale ou scientifique, PubMed, c'est un trou sans fin d'informations qui sont difficiles à digérer. C'est en anglais aussi, fait que clairement pas accessible à tout le monde. En anglais, il y a des sites plus simples, mais comme nous, le UCSF Health, on fait un site web qui est super bien, mais encore là, c'est en anglais. Personnellement, un peu trop simple à mon goût.
Tu sais, il y a 3-4 lignes, mais tu sais, il manque de jus un petit peu. Sinon, on a des blogs comme Au Féminin ou d'autres blogs où les gens racontent leur histoire, mais ça, encore là, c'est trompeur parce que ça raconte une histoire d'une personne. Bien aussi, on a des sites comme Passeport Santé qui sont bien, mais qui, moi, j'allais lire les parties de laryngologie puis je me disais, ça me semble que c'est pas ça que j'aurais dit. Je trouve que ça manque de nuances. C'est pas ça que je pense. C'est sûr que mon opinion est toujours biaisée. Hein? 100% des choses n'ont pas été recherchées ou n'est pas scientifique, mais j'allais lire et je me disais, je suis pas sûre que j'ai le goût que mes patients, que ça soit ça leur référence. Fait que j'ai créé mon site web. Je me suis dit, je vais faire un site web de façon très à la base, juste pour me simplifier la vie au jour le jour. Je me suis dit, comme ça, je vais être sûre que l'information qu'ils lisent est la bonne parce que c'est ce que je dis. Mais, non, c'est basé sur des évidences. Là. Il y a de la recherche et tout, mais l'objectif avec laryngo.ca, c'est très niché, OK? On s'entend, là. Il n'y a rien de plus niché. Ça aurait pu être juste comme voix.ca. Fait qu'on parle quand même de dysphagie puis de airway, là, mais c'est quand même très niché. Mais mon objectif, c'était quand que je donne des informations à n'en plus finir à un patient parce qu'ils ont une pathologie complexe, qu'ils puissent retourner lire ce que je leur ai dit après à tête reposée. Quand je leur parle de 4 options de chirurgie, que je puisse dire, écoutez, il en a parlé, allez lire ça, puis je vous rappelle dans 2 semaines, puis vous me direz si vous avez des questions, puis qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que les patients ne sont pas capables nécessairement de prendre une décision pour une chirurgie la première fois que tu les rencontres. Mais Christy, me voir, ça peut prendre 4, 5, 6 mois. Fait que je vais-tu là encore les faire réattendre pour qu'ils me revoient, pour qu'ils y pensent? Non, tu sais, j'ai le goût qu'ils aient accès à cette information-là. Fait qu'à la base, c'était vraiment juste ça, mon intention. Encore une fois, ma chance, c'est mon conjoint maintenant, Marie, il fait des sites web dans la vie. Fait que c'est lui qui a fait le site web. Fait que je dis plutôt notre site web que mon site web parce qu'il a travaillé aussi fort que moi. Puis il m'a dit, bien là, si on le fait, on va le faire correctement. Fait qu'on va investir un petit peu, puis on va engager une copywriter. Fait que je sais pas c'est quoi le terme en français, mais quelqu'un pour relire ce que tu écris parce que, premièrement, quand on te lit, tu sais, c'est pas ça que tu fais dans la vie, écrire. Puis moi, même si je passe 3 heures à écrire un texte, ça sera jamais aussi bon que quelqu'un qui se fait ça dans la vie. Fait que j'écrivais un rough, tu sais, de l'information que je voulais qu'il soit donnée, elle le révisait, puis là, elle m'envoyait plein de corrections de genre, je comprends pas ce que tu veux dire, c'est quoi ce mot-là, faudrait que tu élabores plus ça. Parce qu'il y a plein de termes que je prenais pour acquis ou plein de choses que je me disais, bien, c'est évident. Puis comme j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Mais ça a fait que ça a donné des pages avec beaucoup d'informations, beaucoup d'explications. J'étais allée en profondeur. Mon but, c'était que la personne n'ait pas le goût de lire ailleurs après. Que la personne ne dise pas, OK, là, je comprends, mais j'ai le goût d'en savoir plus. J'avais le goût que les patients finissent de lire et de dire, j'ai l'impression d'avoir fait un bon overview de ce que c'est. On a aussi engagé un illustrateur pour avoir nos propres illustrations parce que je trouvais... parce qu'un des illustrations gratuites, souvent, il n'y a pas ce que tu cherches. Fait qu'on voulait vraiment avoir des choses qui s'appliquaient à nous, que je peux maintenant réutiliser dans mes présentations. Fait que c'est quand même pratique. Mais vraiment, à la base, c'était ça. On est rendu à 50 pages de contenu et qui continue dans tout mon temps libre. Mais très fière, en fait, de ça. Puis on n'a pas vraiment fait de publicité. J'en ai parlé à mes collègues. Je pense que j'ai fait un post Facebook, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de followers, là. Puis tu sais, j'en parle dans les congrès quand je présente. Tu sais, je fais de la promotion, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de ads sur rien. Puis quand on regarde dans le dernier mois, on a quand même eu 4,4 000 nouvelles visites. Fait qu'il y a quand même entre 4 et 5 000 personnes par mois qui visitent le site. Fait que pas des pages, mais vraiment des utilisateurs. Et 90 % c'est des recherches organiques sur Google. Fait que c'est pas des gens qui ont été référés au site, c'est des gens qui googlent « je sens une boule dans ma gorge » puis qui tombent sur notre site web. Puis ça, c'est intéressant, puis c'est le fun parce que ça veut dire qu'il y avait un manque quelque part. Quand on regarde le démographique, bien, c'est vraiment des gens de toute la francophonie. Fait qu'en fait, plus de gens en France qu'au Canada qui visitent le site. Mais on a des gens vraiment partout dans le monde qui visitent le site à chaque mois. Fait qu'il y avait clairement un besoin. Et en terminant, j'ai reçu un message, ça fait quand même déjà quelques mois, de Patrick Bouzat, qui est un moniteur d'apnée, donc de plongée en apnée, qui m'a écrit, juste pour me dire, j'ai trouvé sur Internet une parution aussi complète que simple à comprendre pour des novices sur l'anatomie du larynx et des cordes vocales.
c'est un article qui m'a permis d'énormément simplifier les choses pour pouvoir les explorer de manière efficace et simple. Puis, ça m'a touchée parce que c'était exactement ça l'objectif du site web. C'était d'avoir toute l'information, mais simple à comprendre, puis que les gens puissent comprendre. Fait qu'il y ait accès au PubMed, à la qualité de l'information, mais qui soit compréhensible par tout le monde. Même à quelqu'un qui a aucune... Bien, j'assume qu'il n'a pas de connaissances, qu'il n'a pas fait sa médecine, là, sinon il y aurait peut-être 10 médecins, mais qui est moniteur d'apnée, qui n'a pas nécessairement les connaissances scientifiques, médicales, puis que ça l'a aidé. Donc, ça m'a énormément fait plaisir. Donc, mon parcours, finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup eu de... J'ai découvert quelque chose sur le tard. Mais j'ai toujours fait des choix, j'ai l'impression, de des choses qui me passionnaient puis que j'aimais, sans nécessairement penser au but à la fin. Parce que si tu penses juste au but puis que tu fais des choses que tu n'aimes pas, je pense pas que tu peux te rendre à ce but-là nécessairement. Je m'enlignais pas pour faire ça au départ, mais j'ai accepté les opportunités en me disant est-ce que je vais aimer ça? Puis si la réponse était oui, je suis allée. Puis je pense que c'est ça qui a été payant, puis c'est ça qui fait que maintenant, ben j'en fais pas d'ORL général, ben j'en fais sur mes gardes, mais je dirais que 90-95% de ma pratique, c'est de la laryngologie, fait que je fais pas d'autre chose. Puis tellement que actuellement, c'est moi qui ai le plus de références nominales au CHUM, puis on engage un deuxième laryngologiste pour venir travailler à temps partiel avec nous, être en fellowship en ce moment, parce qu'on a tellement de demandes que je fournis plus. Fait que je pense sincèrement que faire quelque chose qu'on aime nous permet d'exceller dans ce qu'on fait. Ça nous amène pas nécessairement au but du départ. Fait que je pense, je suis pas orthopédiste, mais ça nous permet quand même d'exceller dans quelque chose. Merci de m'avoir écouté.